À nouveau présent. Je vois qu'il y a beaucoup de fidèles à ces webinaires et nous en sommes ravis. Donc, je vous rappelle donc que ces webinaires va durer 1 heure à peu près. Il fait partie donc d'un cycle qu'on a initié avec la situation sanitaire qu'on a nommé WebTech SCS. Certains d'entre vous donc ont pu participer au webinaire intitulé IA et efficacité industrielle avec HPE d'ailleurs, avec Pierre Baudel fin avril. Un autre sur la blockchain et les différents cas d'usage et son implémentation qui est en replay, celui-là, sur le site du pôle SES dans la session publication vidéo. Et enfin, un dernier, le 11 juin dernier, avec DocaPost sur l'IA éthique, l'IA avec un cadre éthique au service d'une transformation de confiance. Donc, petit rappel, as usual, j'allais dire, pour les participants, dans le cadre de la RGPD, ce webinaire est enregistré donc et vous pourrez y accéder en replay, on va dire dans une dizaine de jours au maximum. Celui de l'IA éthique sera disponible en fin de semaine, je pense. Pour le confort de tous, donc votre micro est coupé. Vous pouvez par contre nous écrire des questions, et ça c'est bienvenu, tout au long des questions de Stéphane Letti de HPE et de Adlène Xentini de Eurecom. Vous pouvez poser des questions et elles seront traitées juste à la fin de leurs 2 interventions pour justement partager votre expérience et vos questionnements autour de l'IA et de la 5G. À la fin du webinaire, une enquête s'affiche. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Et si votre audio n'est pas bon, cela arrive, c'est que votre connexion est mauvaise. Donc, je vous demande de vous connecter par téléphone avec le lien qui vous a été mis dans l'invitation. Voilà, donc je vais vous donner un bref aperçu, sans plus attendre, donc, de l'agenda. Donc, alors, nous allons avoir donc la présentation de Stéphane Letti, donc de HPE sur l'IA pour le management de réseau. Comment ces 2 technologies vont permettre plus de flexibilité dans les différents usages numériques. Et ensuite, on aura une présentation un peu plus pédagogique peut-être sur l'IA et la 5G avec une illustration avec un cas d'usage autour de l'orchestration de tâches. Et enfin, donc, on participera à la session questions-réponses. Et puis, je vous présenterai brièvement un dispositif de financement en cours, qui sont les appels à projets IA, donc des challenges IA lancés par BPI, qui est en cours et lancé et valide jusqu'au 22 juillet. Donc, un moyen de financer, en tout cas de vous aider financièrement dans vos projets IA. Voilà, donc les deux intervenants sont là. Ils vont tous les 2 se connecter rapidement en webcam pour que vous puissiez les visualiser rapidement et couper leur webcam pour optimiser la bande passante et mettre leur présentation si je leur donne la main. Donc, je vais te donner la main, Stéphane, si tu veux bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Parfait, très bien. Comme présentateur. Ouais, d'accord. Voilà, on voit bien ton écran. Il faut juste le mettre en diaporama et ce sera parfait. Vous voyez, alors en fait, j'ai 2 écrans. Vous voyez la présentation là, c'est bon? Alors, je vois commençons sans plus tarder. Connecter à votre webinaire, le launcher, quoi. Oui. D'accord, je vais faire plutôt ça à ce moment-là. Donc, un petit rappel, la 5G commence à être lancée commercialement en France. Elle l'est en Italie et en Corée du Sud depuis peut-être 1 an à peu près. Et elle va apporter donc effectivement beaucoup de flexibilité, de débit et d'usage, notamment dans l'IoT industriel, un sujet qu'on va traiter peut-être aussi avec toi, Stéphane. Et donc là, vous allez avoir la chance d'avoir 2 visions très complémentaires grâce à finalement un grand scientifique de Eurecom, Adlène, et puis un exécutif, donc telco director, c'est ça, Stéphane? Tout à fait. Donc, je me présente Stéphane Letti. Je suis basé à Mougins et je travaille pour HPE depuis une vingtaine d'années.
Donc en fait, on a un portefeuille 3G, 4G et on est en train effectivement de porter ou de migrer nos applications, enfin plutôt de les redévelopper from scratch pour adresser la 5G. En 3G, 4G, en fait, on a un portefeuille plutôt sur l'aspect subscriber data management. On a à peu près 50 clients et on a à peu près 750 millions de subscribers gérés par nos applications. Et, et je suis aussi, en plus d'être responsable de la R&D 5G chez HPE, je suis aussi responsable de la R&D assurance et orchestration, qui sont complémentaires avec la 5G. Et là, on a à peu près 200 clients dans le monde, dont deux grands noms en France. Voilà. Je vais démarrer assez rapidement sur la 5G. Donc, effectivement, mon collègue aura plus une position scientifique et de recherche sur la présentation de la 5G. J'aurai plus sans doute une approche plus pragmatique et business. Il y a trois pivots technologiques qui amènent la 5G. Où il y a effectivement de grandes comparaisons par rapport à la 4G. Donc globalement, d'un point de vue débit, on est multiplié entre 10 et par 100, mais ça c'est assez classique. Mais il y a deux éléments complémentaires, c'est-à-dire que la 5G va permettre à tout type de device de se connecter sur le réseau, que ce soit des smartphones ou des équipements IoT euh, classiques. Les réseaux radio vont être mixés également, donc effectivement il y a un nouveau réseau 5G radio qui va être mis en place. On va y revenir dans une minute. Les réseaux 4G radio vont pouvoir se connecter sur un corps 5G, mais également des réseaux autres que des réseaux mobiles. La Wi-Fi, par exemple, va pouvoir se connecter également directement sur les réseaux 5G. Donc, en fait, globalement, un corps 5G va permettre à tout un écosystème de se connecter. Et l'idée, c'est de pouvoir adresser des business, tous les business verticales. Donc, en fait, auparavant, les réseaux mobiles étaient plutôt utilisés pour des applications très spécifiques et il y avait assez peu d'industriels qui utilisaient les réseaux 4G ou 3G pour leurs propres applications. La 5G va rendre ça de façon totalement transparente. Après, il y a un point très très important, c'est effectivement tout ce qui est latency. Donc l'idée, c'est d'arriver à un réseau 5G. Ça se fera pas en une étape, mais à peu près une milliseconde de latency dans les cas optimum, ce qui va permettre de développer des applications quasi temps réel. On parle beaucoup d'opérations chirurgicales à distance, etc. D'un point de vue technique, le réseau devient un réseau IT. Donc, ce qui avait déjà été un peu le cas avec la 4G, mais effectivement qui est renforcé par la 5G. Et là, la plupart des industriels, incluant HPE, redéveloppent en fait des technologies cloud natives. Mais je vais y revenir dans une minute. Donc ce schéma en fait reprend un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc effectivement une techno radio complètement hétérogène, une organisation du réseau un peu différente et notamment un renforcement de tout ce qui est edge cloud. Donc en fait le réseau entre le réseau radio et le réseau core. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on introduit des services à latency très très faible, donc l'objectif étant de 1 milliseconde, on va devoir faire une accélération au niveau du cloud et on va avoir des pipes de com dédiés pour des services dédiés en fait. Donc ça c'est une grande révolution pour nous. En fait, ce multi-edge cloud va permettre également de connecter des réseaux corps privés sur une infrastructure radio publique. Donc, ça apporte beaucoup plus de souplesse en termes d'utilisation. Autrement, bon, le réseau est tout typé, hein, donc il y a rien de très classique. Bon, d'un point de vue protocolaire, on passe sur du Full HTTP2 et le réseau est de type Service-Based Architecture. Donc, il y a aussi une grande modification sur l'architecture et la communication entre les composants du réseau. Juste un petit point concernant les standards, les organismes de standards. Donc, HPE, nous travaillons beaucoup avec 3GPP et LETSI.
Juste sur 3GPP, je tenais juste à signaler que le standard du DSF, Unstructured Data euh, Solution Functional, lui est développé par HPE. Bon, effectivement, on a des partenaires, vous voyez, mais on est le lead de cette network function. Et la recommandation vient juste d'être acceptée en fait par le 3GPP. Le 3GPP étant l'organisation mondiale de standardisation de la 5G. On travaille effectivement beaucoup avec l'ETSI également. On est très très présent sur tout ce qui est manual orchestration, zero touch management et ce genre de choses. D'un point de vue offre, notre offre est spécialisée autour de la gestion des sessions et des clients. Donc on fournit une offre autour de 5-6 network functions, ce qu'on appelle le NEF, le StackG UIR, AUSF, UDM, UDSF. Globalement, en fait, ce sont des fonctions réseau qui permettent d'abord de se connecter au réseau, de valider qu'on a le droit de se connecter, de gérer des inscriptions et des certificats, de gérer en fait le profil des utilisateurs. Donc toutes les données utilisateurs sont stockées dans ces composants et ça permet aussi de gérer en fait les sessions de connexion. Donc c'est un module qui est très très important. Notre portefeuille 3G 4G était autour en fait de ces mêmes composants. Donc c'était en fait les composants HSS et HLR que vous connaissez peut-être plus. On a une offre complémentaire qui permet de fournir un réseau corps complet à des opérateurs de type tiers 2 et enfin plus petits opérateurs par rapport à des tier 1. En faisant en fait, on a un certain nombre de partenaires qui fournissent les network functions de complémentaires qui sont sur ce slide en jaune. Au-delà de ça, et ce qui est très très important à retenir par rapport et ce qui est une grande évolution du réseau 5G par rapport au réseau 4G, il y a une fonction qui s'appelle le NWDAF, Network Data Analytics Function, qui permet intrinsèquement dans le réseau d'avoir une fonction qui va permettre de faire de l'analyse temps réel ou pas de données et de faire des notifications en interne dans le réseau vers les autres network functions. Okay, je reviendrai avec un exemple un peu plus tard. On a une offre complémentaire, donc c'est notre offre un peu historique, orchestration et management. Et là, je vais expliquer un petit peu d'un point de vue plutôt automated operation. Je vais pas traiter aujourd'hui l'aspect orchestration, que ce soit manual orchestration ou service orchestration. Donc on a un portfolio, mais je vais faire un focus plutôt automated operation parce on a des délais assez courts à maintenir. Chose de très important aussi, c'est la coexistence 3G, 4G, 5G. Effectivement, la radio 4G va pouvoir continuer à marcher avec un réseau Core 5G et les deux réseaux de toute façon vont continuer à coexister. On ne va pas migrer l'ensemble des subscribers vers le réseau 5G. Ça se fera par étapes, comme vous pouvez bien le dire. Il y a aussi des problèmes de device. Les devices doivent supporter la réseau 5G. Et l'idée là, c'est de pouvoir gérer des profils utilisateurs, des droits d'accès réseau à un endroit unique dans le cœur du réseau, que ce soit des appels 4G ou des appels 5G. C'est ce qu'on appelle notamment le Shared Data Environment. Donc ce slide résume un petit peu les différences entre la 2G, 3G, 4G et la 5G. Effectivement, le 5G, on a un corps réseau qui permet d'adresser même des services fixes, des réseaux mobiles, enfin des réseaux radio mobiles de tout type et de nombreux en fait use cases. Mobile cloud gaming par exemple, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et tout ce qui est OT, effectivement, toute la partie industrielle qui n'était pas réellement, qui fait pas partie réellement des objectifs de la 4G va pouvoir être intégrée dans par la gestion par l'intégration avec un réseau 5G. Il y a un point important également que je voulais signaler, c'est le network slicing. Donc le network slicing, c'est ce qui permet en fait de garantir et de définir en fait des qualités de service différentes
quand vous allez vous connecter ou quand une application va se connecter à un réseau 5G ou un service va se connecter à un réseau 5G, on va lui affecter une slice et cette slice va définir sa qualité de service. Et c'est là qu'effectivement, si on a besoin de beaucoup de bandes passantes, si on a besoin de peu ou pas beaucoup de latence, etc. Tout ça, ça sera défini dans les slices. Et donc, c'est aussi une grande révolution des réseaux. C'est qu'effectivement, on définit une qualité de service intrinsèque à la connexion, ce qui permet au réseau de s'adapter par rapport à la demande des services. Donc, qu'est-ce que ça impacte au niveau de l'opération? Ça impacte pas mal l'opération des réseaux. D'une part parce que, comme je le disais, la plupart des constructeurs sont repartis sur des technos 5G, sur des développements cloud natifs. Donc, on parle d'environnement Docker, Kubernetes et de développement en microservices. L'idée, c'est d'avoir, il y a deux idées principales sur cet aspect. Une première idée, c'est de fournir en fait une scalabilité horizontale. Donc, on peut rajouter de composants à la demande suivant la demande de service qui est demandée. Donc, effectivement, on peut dupliquer, si je prends un exemple, par exemple, le microservice UDM ou la network function UDM, suivant le trafic du réseau, on va pouvoir augmenter le nombre d'UDM à la demande facilement. Et cela sera fait effectivement soit par des orchestrateurs, soit directement par des mécanismes internes au techno Kubernetes, et en définissant en fait des policies autour des network functions. Donc effectivement, il y a de la scalabilité horizontale qui est demandée, et ce qui apporte effectivement beaucoup plus de volatilité dans le réseau. Donc une network function, va être décomposé en plusieurs microservices. Ces microservices vont pouvoir se lancer automatiquement, s'arrêter. S'il y a des problèmes sur un cloud ou sur une infrastructure hardware, vont pouvoir être déplacés à la demande. Et notamment Kubernetes fournit un certain nombre de services complémentaires. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, tout ce qui est upgrade à la demande, ce qu'on appelle Canary Upgrade, le fait de transitionner vers de nouvelles versions de composants, etc. Donc, en fait, le réseau va être beaucoup plus hétérogène et nettement moins statique que les réseaux actuels, le réseau 3G et 2G, où le réseau 2G, c'est purement des blocs hardware. Le réseau 4G, on commence à avoir des composants virtualisés, un peu plus volatiles. Dans le réseau 5G, effectivement, tout va être microservice et complètement virtualisé. Et d'où un développement cloud natif. Donc, ce qui entraîne en fait énormément de modifications d'un point de vue gestion de réseau, que ce soit dans l'orchestration ou effectivement l'assurance du réseau. Effectivement, là, j'ai noté quelques points. Comment monitorer en fait des ressources totalement dynamiques. On parle aussi de dizaines de milliers de microservices déployés et opérés. Donc là, on a un vrai problème parce que on va pouvoir faire en fait de la gestion manuelle de ces microservices. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils vont bouger dans l'infrastructure, ils vont s'arrêter, se redémarrer. Et là, effectivement, de plus en plus, on va être amené à utiliser des algorithmes, à automatiser en fait la gestion de réseau et à utiliser notamment massivement l'intelligence artificielle. Ça, c'est un petit peu la trajectoire de la gestion de réseau depuis 20 ans. Donc, une approche très manuelle et silo. Au départ, donc, en fait, des déploiements ou des centres d'opération de réseau régionalisés ou par technologie ou par client. On est passé à une époque où on a essayé d'unifier en fait les centres d'opération de réseau, en globalement essayant de déployer un ou deux centres d'opération de réseau par pays.
généralement un master et un slave ou deux masters pour des problèmes de haute disponibilité. Où là, effectivement, cette approche unifiée permettait d'avoir un centre unique pour un pays généralement où maintenant il y a des opérateurs qui gèrent ça carrément au niveau d'un continent. Donc ça, globalement, ça nous a amené à peu près jusqu'à 2015. On est rentré en fait de le monde du big data à peu près ouais, entre 5 et 7 ans. Donc on a commencé à utiliser des techniques big data pour améliorer en fait l'efficacité euh, de l'opération, à aider les utilisateurs à créer des bases de connaissances, à stocker des données beaucoup plus longues. Et d'ailleurs, enfin de notre côté, on a utilisé l'IA au-dessus de ces systèmes big data pour réaliser un certain nombre d'automations. Et effectivement, depuis 5 ans, on est noyé dans le machine learning et l'intelligence artificielle. Euh, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes nous concernant. Euh, on a démarré ces activités en fait de l'utilisation de l'IA il y a 4-5 ans au niveau des centres d'opération de réseau. En fait, les deux premiers, je le répète souvent, mais les deux premiers use cases qu'on a eu à traiter sont assez pas bizarres, mais en fait, le premier use case qu'on a eu à traiter, c'est les prédictions d'incendies dans des sites d'antennes. Donc c'était pour un client indien. Donc l'idée effectivement c'était de pouvoir prédire qu'un site allait prendre feu. Donc on avait un certain nombre d'informations provenant on avait capteurs d'électricité, capteurs de température, capteurs sur l'air conditionné, capteurs sur les groupes électrogènes, euh, et on croisait ça avec les données météo et on a entraîné nos modèles pour en fait prédire les incendies sur les sites pour effectivement essayer que ça brûle pas effectivement. Et le deuxième use case qu'on avait traité qui est aussi un peu marrant, c'est les prédictions de vol de gasoil dans les groupes électrogènes. Donc effectivement, une des plaies qu'il y a en Inde, c'est que il y a des gros problèmes électriques. Donc en fait, chaque site d'antenne a des groupes électrogènes et il y avait énormément de vols sur ces groupes électrogènes. Et l'idée, c'était de prédire quel site allait être volé euh, pour essayer de sécuriser le plus possible ces sites. Donc globalement, on a commencé à utiliser des techniques assez classiques de supervised learning, de type des algorithmes de type random forest, etc. Et après, on a eu à traiter des cas plutôt unsupervised learning. Et l'idée, c'était de retrouver en fait des patterns principalement d'événements ou d'alarmes pour faire soit de la prédiction, soit de faire de l'analyse de root cause. Et ça s'est fait au départ par des développements spécifiques projets, pardon. Et on en a fait un produit qui a été réalisé il y a 2 ans. Et ce produit, en fait, permet de faire principalement de faire de l'automatisation de règles de corrélation en utilisant en fait des algorithmes de pattern recognition. Donc Simon on en a testé un certain nombre, a priori Camine et les Satch, pour ne nommer que. Et l'idée, c'était effectivement à partir d'historiques d'alarmes et d'événements, de vous retrouver des patterns et effectivement en réceptionnant en reconnaissant ces patterns, on est capable de, de faire du proactive management et via en fait un moteur de corrélation que nous avons. Donc c'est ce que je venais de dire. On a plutôt de notre côté utilisé les mécanismes de supervised learning et d'unsupervised learning. On a fait quelques tentatives sur le reinforcement learning, mais c'est plutôt en fait ces technologies qui ont été utilisées. Côté deep learning, on a utilisé un peu le deep learning pour des use cases un peu particuliers sur de campagnes marketing ciblées.
pour les opérateurs télécoms. Dans le domaine de l'opération de réseau, du management de réseau, effectivement, les deux techniques principalement utilisées, c'est du supervised learning et unsupervised learning. On a eu effectivement quelques projets autour du RPA, aussi Robotic Process Automation, mais c'était principalement de l'automatisation de tâches assez simple. J'ai un petit use case sur la congestion d'une slice 5G dans le contexte d'Autonomous Car, d'un service de conduite automatique. Là, ce que je voulais illustrer, en fait, c'est les deux niveaux de où sera positionné l'IA dans les réseaux 5G. Donc, un premier niveau qui sera intrinsèquement dans le réseau, au niveau du NWDAF, où là, l'idée, c'est qu'on collecte en fait des métriques provenant des autres network functions. On est capable d'entraîner le modèle sur des données historiques. Okay, et l'idée, en fait, c'est de prédire des congestions qui risquent de déstabiliser en fait la conduite automatique d'automobile. Donc l'automobile est raccordé via un réseau 5G à un système central d'échange de données. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenir en fait la qualité de service entre chaque automobile et ce système central. Effectivement, donc on va monitorer en temps réel des informations de type métrique provenant de plusieurs en fait network functions. Donc c'est le schéma en bas à droite. On voit pas réellement le nom des KPI, mais c'était juste une illustration. Tout ça, c'est extrêmement documenté par le 3GPP. Donc, on a une base importante d'informations. Et l'idée, en fait, c'est d'appliquer en fait des mécanismes de threshold sur du multivariable. Ça complexifie un petit peu la chose. Donc, en fait, on applique ces thresholds pas sur la période courante, mais effectivement sur la prédiction que l'on fait de ces métriques. Et l'idée, encore une fois, c'est d'anticiper le problème pour pouvoir réagir. L'avantage d'un réseau 5G, comme je disais, c'est que chaque NF globalement fournit une REST API pour simplifier et est capable soit de recevoir des notifications et de réagir en fonction de ces notifications, ou soit carrément on est capable de reconfigurer de configurer la network function à travers en fait ces REST API, ce qui permet en temps réel de pouvoir réagir en fait sur des composants. Le deuxième aspect, donc c'est un niveau un peu plus haut, donc là on sort du réseau, donc on est au niveau on est au niveau de Automated Operation. Là, l'idée, c'est qu'on peut réutiliser une partie de données provenant du NWDAF, soit des données brutes, soit des données synthétiques, et d'enrichir en fait ces données en rajoutant soit des données complémentaires de type log et événements, en collectant des informations provenant éventuellement d'applications directement et pas nécessairement du réseau. Et l'idée, encore une fois, on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction. Soit pour prédire en fait le futur état du service Autonomous Car, pour prévenir effectivement les opérateurs que potentiellement on va avoir un problème, ou alors de pouvoir également utiliser plus des mécanismes de pattern recognition pour identifier les root causes du problème et essayer de réparer ou la root cause directement plutôt que, que de s'adresser aux symptômes. Une petite conclusion, donc avec la 5G, ce qui est très important, c'est le network devient le computer. Donc effectivement, nos terminaux vont être de moins en moins intelligents et de par le fait que le réseau va être beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide et avec une latency très faible, de plus en plus de données les données vont continuer et le processing de ces données vont continuer d'être sur des systèmes centraux, sans doute cloudifiés. Une deuxième idée, c'est que le réseau 5G va adresser tous les marchés verticaux.
effectivement, donc il y a beaucoup d'industriels qui commencent à s'intéresser à la 5G. On parle beaucoup en ce moment d'enterprise 5G network. Donc en fait, des réseaux 5G que les entreprises pourraient déployer eux-mêmes, soit en utilisant potentiellement la radio d'un opérateur, soit en déployant ses propres radios ou effectivement en connectant leur propre corps 5G à travers du Wi-Fi ou autre réseau distant. Donc ça, c'est sans doute en fait d'un point de vue business l'élément le plus important d'un point de vue 5G. L'intelligence artificielle va être très très utilisée dans le réseau 5G parce que manuellement ça va être quasiment impossible de pouvoir opérer directement un réseau 5G. Tout doit être plus ou moins automatisé. L'avantage des réseaux, comme je l'ai expliqué, cette nouvelle structure de réseau et le fait que ces réseaux soient complètement IT-centriques. Et globalement, les réseaux à 3 ans vont être complètement cloud natifs. On va pouvoir assez facilement arrêter un composant de réseau, le redémarrer, le redéplacer, l'upgrader en temps réel. Et ça de façon quasiment native et totalement automatique. Comme je disais, donc la fonction NWDAF est directement incluse dans le réseau 5G. Donc nous travaillons nous depuis 6 mois à développer notre propre NWDAF. Et l'idée c'est d'avoir une version industrielle pour sans doute 2021. Ce que je répète, effectivement, les opérations traditionnelles ne seront plus adaptées dans le contexte du réseau 5G. Donc, effectivement, tout ce qui est opération manuelle ne sera plus possible ou très peu possible. Donc, on va de plus en plus utiliser des mécanismes soit d'orchestration, soit d'opération de façon totalement automatique, ou alors avec une validation manuelle uniquement. Mais tout ce qui est analyse de problèmes, etc., se fera de façon automatique dans la plupart des cas, et non plus de façon manuelle. Il y a aussi un grand changement d'attitude, c'est-à-dire que dans un réseau 4G ou 3G, les gens quand il y a un problème, recherche la source du problème, essaye de corriger le problème en faisant de la reconfiguration, etc. Dans un réseau 5G, on n'aura de toute façon pas le temps de le faire. Donc, s'il y a un problème, on va sans doute arrêter le composant sur lequel il y a un problème et le redémarrer ou l'étendre ou le reconfigurer de façon automatique. Mais effectivement, il y aura de moins en moins d'analyse fine de problèmes sur ces réseaux 5G. L'intelligence artificielle, donc comme je disais, on a démarré principalement avec la 4G et le big data. Donc pour la 5G, on continue cette évolution. De notre côté, on a utilisé beaucoup d'algorithmes différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos systèmes d'opération se connectent sur des réseaux hétérogènes. Donc, un coup, on utilise des réseaux Huawei, un autre coup, on utilise des réseaux HPE, un autre coup, on utilise des réseaux Nokia et autres. Donc, en fait, les données sont différentes, ont un type différent, ont des formats différents, remontent à la plateforme d'opération de façon différente. Et effectivement, on a dû s'adapter et adapter en fait les algorithmes qu'on utilisait en fonction des données qu'on recevait. Juste quand même un petit bémol, il y a une grosse step entre développer des use cases spécifiques pour un client et faire un produit réutilisable pour plusieurs clients. Là, il y a beaucoup plus de difficultés. Et il faut pouvoir effectivement appliquer différents algorithmes, enfin entraîner différents algorithmes avec différents algorithmes sur le même jeu de données et de prendre en fait le meilleur algorithme pour ce jeu de données particulier. On a beaucoup appris durant ces 5 dernières années. Voilà pour ma présentation. Je vais rendre la main. J'ai dépassé le temps comme d'habitude. Non, mais merci beaucoup Stéphane pour cette présentation fort instructive
où on a effectivement pu voir l'efficacité hein, de l'IA et de la 5G mêlée. Et puis ça nous a rappelé aussi que finalement l'IA pouvait, dans le domaine du management de réseau, détecter des anomalies, découvrir des patterns, réduire les interventions manuelles et que finalement l'humain c'est bien, mais l'intelligence artificielle c'est quand même mieux pour gérer peut-être les milliers de microservices dont tu parlais. Donc on va approfondir le sujet avec Adlène. Je vais te donner la main, Adlène, si tu es prêt. Ok. Je rappelle que cette Bon, vous réunion, voyez excuse-moi, petite parenthèse, cette réunion aurait dû être une réunion de groupe de travail IA Big Data en physique, qui était prévue à l'origine fin mars. Vous voyez, chez HPE d'ailleurs, hein, chez Stéphane, chez HPE, donc à Mougins. Mais donc on l'a converti donc en webinar avec un agenda beaucoup plus restreint puisque en webinar, on est moins attentif sur une durée de 4 heures, mais que vous étiez tous les deux effectivement pressentis pour présenter donc au sein de la réunion GTIA Big Data pilotée par Pierre Baudel. Et avant que tu commences, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Donc, je le rappelle, dans le module en bas à droite, questions. Certains ont commencé à le faire. Et ça nous permet, nous, de récolter peut-être les différentes questions. Et à la fin de la présentation de Eurecom, hein, de Adlène, on pourra passer aux questions-réponses avec Stéphane et Adlène disponibles pour vous répondre. Voilà. c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, je le vois très bien. Ah, ok, parfait. Donc, merci Stéphane pour cette introduction et ces informations qui sont intéressantes sur tout ce qui est IA SNG. Donc, je vais essayer de complémenter un peu moi la présentation en allant plus sur ces aspects un peu plus académiques, plus un cas d'usage de la 5G avec l'utilisation de l'IA. Bon, rapidement, je suis professeur à Eurecom. Donc, Eurecom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de recherche, une école d'ingénieurs ici à Sofia, qui est filiale du groupe Institut Mines Télécom. Donc, on fait de la 5G, de la data science et de sécurité. Donc, pour ma part, je travaille dans le département Communication System et qui travaille sur tout ce qui est 5G. C'est quoi la 5G? Donc, je pense que pas mal de personnes en ont entendu parler en bien ou en mal. Mais si je prends la définition formelle qui a été faite par le New Generation Mobile Network, qui est un consortium d'opérateurs réseau, la 5G est un système de point à point. C'est un nouveau écosystème qui permet d'avoir une société complètement connectée. À la différence des autres évolutions entre la 3G, 4G, où l'idée c'était surtout d'aller chercher plus de bandes passantes et donc augmenter les débits. Ici, outre donc l'augmentation des débits et la bande passante, mais ce que j'ai mis ici en rouge, c'est le support de vertical use case. C'est-à-dire, l'idée c'est dans la 5G, c'est d'ouvrir le réseau pour supporter des use cases qui vont venir de l'industrie verticale. Tels que les voitures connectées, l'IoT, la réalité virtuelle, l'industrie 4.0, où eux, ils utilisaient leur propre réseau pour leur propre use case. Et l'idée, c'est que la 5G soit le réseau commun à tout le monde pour pouvoir être un réseau fédérateur où tout le monde l'utilise suivant ses use cases. Quand ça a commencé, la 5G, ça fait 4-5 ans de cela, quand on a commencé à mettre qu'est-ce que c'est la 5G et qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans la 5G. On a défini ces key challenges qui sont affichés dans l'écran. Et ces key challenges, ils sont sortis suite aux discussions, entre autres, entre l'industrie, les académiques, les verticaux, où on a défini qu'est-ce qu'on veut de la 5G. On veut plus de données, supporter plus de volume de données, couvrir plus les régions où on a des plans de connectivité, réduire l'énergie. Un point très important, c'est réduire la latence radio pour supporter des cas d'usage qui vont venir de l'industrie 4.0 qui, eux, ont besoin d'une synchronisation importante pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui est communication entre les robots, etc.
On suppose un déploiement dense des liens, c'est-à-dire qu'on va utiliser les fréquences millimétriques qui, eux, ont une portée très faible, mais par contre qui permettent des hauts débits. Et donc, du coup, on aura de plus en plus de small cells pour couvrir des endroits où il y a beaucoup de personnes et on veut proposer ces hauts débits. Ce qui est important aussi, c'est scalable et cognitive, c'est-à-dire qu'on doit avoir un réseau qui soit capable de monter à l'échelle, mais qui soit cognitif, qui soit intelligent. Donc, c'est sur ce point-là, moi, je vais insister aujourd'hui, c'est comment permettre d'orchestrer et gérer le réseau de façon cognitive et avoir un short service creation time, parce que je vais revenir après, dans la 5G, les services vont être déployés pour une période. Et tout ceci pourquoi on a défini ces challenges-là? Parce qu'il y avait des cas d'usage qui provenaient, comme je disais. Donc, on va supporter le trafic classique qu'on a actuellement dans la 4G, mais avec beaucoup plus de débit. Et donc, ça représente beaucoup de revenus pour l'opérateur. Mais aussi, vous voyez ici, dans l'autre partie du schéma, on va introduire des nouveaux use cases qui vont provenir des verticaux. Donc, on va parler de Massive IoT, déploiement massif d'IoT, device IoT, d'augmented reality, plus de mobilité, etc. Et donc, vous voyez que cette courbe-là est ce qu'on appelle long tail, c'est-à-dire qu'elle ne finit pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas arriver à zéro. Donc, il y a pas mal de cas d'usage qu'on va définir, qu'on va essayer d'explorer ici. Et donc, ces cas d'usage-là ont été classifiés en services. Parce que ces cas d'usage, il y a des usages, par exemple, comme l'augmented reality et virtual reality. Elles demandent beaucoup de bandes passantes. On voudrait avoir, par exemple, un débit moyen, par exemple, de 100 mégas, des peak data rate, des pics de débit très élevés. Et donc, cette classe-là va appartenir à ce qu'on appelle Enhanced Mobile Broadband. Et donc, ces types d'applications qui nécessitent une grande bande passante. Après, on a deux autres classes. Le Ultra Reliable Low Latency Communication, ça c'est plus pour les communications qui nécessitent de faibles latences et qui nécessitent des communications très fiables, donc par exemple l'industrie 4.0. Et on a le troisième type, c'est le Massive Machine Type Communication, où dans ce cas d'usage, on envisage par exemple le déploiement massif de capteurs et d'actuateurs, où on parle de 1 million de devices par kilomètre. Donc, cette classification, pourquoi elle était nécessaire? Pour bien spécifier les services et en termes de qualité de service, comment un service 5G sera classifié. Est-ce qu'il sera classifié Enhanced Mobile Broadband, Massive Machine Type Communication ou Ultra Reliable Latency, suivant ses besoins. Donc, si on regarde maintenant la 4G telle qu'elle est définie maintenant, on a la même infrastructure qui est partagée par tous les services qu'on a actuellement. Et donc, du coup, cette solution n'est plus efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager le même réseau entre des services, par exemple, qui demandent des trop hauts débits et des services qui demandent de très faibles latences. Par exemple, si on parle des voitures connectées, on a les messages de contrôle, par exemple, de la voiture qui envoient périodiquement les coordonnées GPS. C'est des très petits paquets et qui nécessitent une faible latence. Un autre exemple, par exemple, le contrôle des drones. Eux, ils nécessitent vraiment de la très faible latence, mais pas beaucoup de débit. Ils n'ont pas besoin de gros débit. Et donc, du coup, le même réseau pour s'adapter à tout ça, ce n'est pas possible. Donc, la vision de la 5G, c'est d'utiliser la même infrastructure réseau, mais créer plusieurs réseaux virtuels. Et ces réseaux virtuels vont se baser sur la technologie Network Softwareization. Et ces réseaux virtuels vont être proposés pour chaque type de service. Donc ici, normalement, j'ai une petite animation. Donc ici, par exemple, j'aurai un réseau virtuel qui sera dédié au Enhanced Mobile Broadband, où on va définir des fonctions réseau qui vont être virtualisées, qui vont tourner sur, ici j'ai mis dans le schéma VM, ils peuvent tourner sur des conteneurs Kubernetes, des conteneurs Docker sur Kubernetes, des conteneurs Alexis, et qui, eux, leur fonction, c'est spécifiquement essayer de satisfaire ce type de service. On va faire pareil pour le Ultra Reliable Low Latency. On va essayer de créer des réseaux virtuels
qui vont satisfaire, par exemple, cette latence. Et de même pour tout ce qui est Massive Machine Type Communication. Et l'avantage de cette flexibilité-là, c'est que, par exemple, les fonctions réseau, on peut les adapter. Par exemple, si on prend un réseau de capteurs, on sait que généralement, si on déploie les capteurs dans un endroit pour monitorer quelque chose, ils seront statiques. Donc, par exemple, les fonctions de gestion de mobilité, elle ne va pas prendre l'ensemble des fonctionnalités, par exemple, du Mobility Management Element, mais un sous-ensemble, parce qu'on n'aura pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Et donc, l'opérateur, par exemple, il pourra payer uniquement ce sous-ensemble de fonctions pour gérer cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va plutôt créer un réseau qui va s'adapter aux services. Avant, on avait les services qui devaient s'adapter au réseau, donc par exemple avec des mécanismes au niveau applicatif pour s'adapter à la bande passante en utilisant TCP, etc. Dans la 5G, avec la flexibilité de la virtualisation, on va créer des réseaux virtuels qui vont, eux, s'adapter au service lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes de technologie? Si on regarde la 5G, on a la flexibilité, l'élasticité, parce qu'on va créer ces réseaux virtuels, mais on peut le créer pour une durée déterminée. Par exemple, je peux créer un réseau pour un opérateur fournisseur d'électricité qui va utiliser le réseau uniquement, par exemple, de 1h du matin jusqu'à 5h du matin pour relever les compteurs. Et dès que ces tâches seront finies, on détruit tout ce réseau, toutes ces fonctions virtuelles qu'on a attribuées à ce réseau-là. Donc, là, on a plus de flexibilité et d'élasticité. Donc, on a déjà ça avec le cloud computing. Cloud computing, c'est les mots-clés. Flexibilité, élasticité, pay as you go. C'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources uniquement dont on a besoin et pour une durée déterminée. Après, on a besoin d'un cognitive management. Donc là, on va utiliser des technologies issues du software defined networking, de network function virtualization. Et là, on retrouve l'intelligence artificielle parce qu'on va devoir essayer d'anticiper le management et le rendre, comme disait Stéphane, de plus en plus automatique sans l'intervention d'humains. Et aussi, on parle de very short end-to-end latency, où là, on va utiliser tout ce qui est mobile edge computing pour placer au plus proche les services au niveau des usagers. Donc, maintenant, côté technologie, on a tous les composants pour faire de création de ces réseaux à la demande. Et ces réseaux-là, c'est ce qu'on appelle le network slicing. Un network slicing, c'est une tranche du réseau qui est virtualisée et qui est créée spécifiquement pour un service. Donc, si je regarde la définition formelle d'un network slice, donc j'ai pris une définition d'un projet européen avec le Japon et la définition du 3GPP. Donc, pour Pagoda, le projet européen, ils disent que le slice va offrir un réseau dédié qui sera adapté aux besoins de l'application. Il sera créé complètement en software et il va avoir quelques composants, par exemple hardware, tels qu'une partie de la station de base. Pour le 3GPP, dans le 3GPP, le network slice, c'est un réseau logique qui va produire et qui va permettre d'avoir des fonctionnalités, des capacités réseau spécifiques et qui sont définies pour un service. Donc, si on veut visualiser ça concrètement, donc par exemple, ici, on a un certain nombre de stations de base où on va créer plusieurs réseaux slicés ou plusieurs tranches de réseau. Par exemple, en vert, on aura un réseau défaut qui va regrouper tous les usagers. Mais par contre, en violet ici, on peut avoir un réseau qui concerne uniquement un certain nombre d'usagers. Par exemple, la relève de compteurs électriques, comme l'exemple que j'ai donné, qui, lui, va couvrir, par exemple, uniquement un quartier ici à Sofia. Donc, pour une certaine durée. Et, par exemple, un autre type de slice, ici, qui couvre juste cette station de base, par exemple, pour un ensemble d'usagers qui sont en train de faire de la réalité virtuelle. Et chaque réseau a une partie de ces fonctions du cœur du réseau et les services qui vont tourner dans le nuage, ici le cloud. Et ce qui est important à noter, c'est qu'on va introduire des nouvelles entités pour gérer ces slices-là, parce que ces slices-là, il faut les gérer de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on va devoir les créer à la demande pour une certaine durée, leur donner les ressources nécessaires. Donc, pour cela, on définit des entités qui ont été rajoutées. On a le slice orchestrateur, qui, lui, va permettre un slice owner. Ici, vous voyez que le slice owner va être, par exemple, un vertical. L'exemple par exemple, d'EDF qui va aller chercher pour une période donnée les informations des compteurs de ses usagers ou un autre fournisseur de services. On peut imaginer aussi un slice qui est utilisé, par exemple, par
par un constructeur de voitures pour déployer ces fonctions, par exemple, d'automatic driving, autonomous driving. Et là, on a d'autres éléments qui vont introduire. On aura le NFV orchestrateur qui, lui, par exemple, va gérer toutes les ressources virtuelles de la partie qui sera déployée sur le cloud. Et on a un contrôleur RAN qui, lui, va slicer, va séparer les ressources radio pour pouvoir créer ces slices-là. Donc, quand on parle de network slice, on parle de ce qu'on appelle le lifecycle management. Le lifecycle management, c'est la gestion de durée de vie d'un slice. Parce que comme j'ai dit, un slice, il doit être préparé, c'est-à-dire défini quelles sont les ressources dont il a besoin. Il doit être instancié parce qu'il va être créé à la demande. Donc, on va lui fournir, on va lui définir les fonctions, les ressources de calcul qui lui sont nécessaires sur le cloud, mais aussi les ressources radio. Mais aussi, on va essayer de le manager en runtime, c'est-à-dire qu'on va essayer de le monitorer pour voir est-ce que tout fonctionne bien. Parce que quand c'est un réseau basé uniquement sur le logiciel, on doit pouvoir le monitorer et vérifier si tout fonctionne bien, s'il a les ressources nécessaires, s'il n'y a pas de problème de qualité-service. Parce que le vertical, quand il va créer son slice avec l'opérateur, il va signer des SLA et Service Level Agreement qu'il va vouloir les respecter. Et donc, du coup, dans cette partie, par exemple, instantiation, configuration, on doit définir pour tous les VNF, parce qu'un slice, ça va être un groupe de Virtual Network Functions qui vont être interconnectées entre elles pour créer le service, mais on va devoir leur donner un certain nombre de CPU, on va leur donner du storage, de la mémoire, et donc ça, c'est des informations qu'on doit créer à la configuration et qu'on doit faire soit automatiquement, soit à la demande, par exemple, du vertical. Aussi, par exemple, dans le cas du runtime, on va mettre à jour les ressources qui ont été proposées pour cette network function, où on va faire ce qu'on appelle du scaling scale-out, augmenter ou réduire les ressources. Par exemple, si une VNF, à un certain moment, tourne avec une machine virtuelle avec une certaine capacité, si on voit par exemple que cette machine virtuelle ne supporte plus le trafic qui est créé, à ce moment-là, on va créer une nouvelle instance de la machine virtuelle, on va faire ce qu'on appelle du scale-out. Mais il y a aussi le scaling scale-up, ou plus on va donner des ressources à chaud. Mais ce scaling, scale-out va nécessiter des algorithmes qui vont nous dire est-ce qu'on on doit scaler ou on doit plutôt réduire les ressources. Parce qu'il faut savoir que ces ressources-là, s'ils sont dans le edge, c'est des ressources très importantes parce que le edge ne va pas avoir un grand nombre de CPU. Et donc, du coup, il va falloir optimiser l'usage des ressources-là de façon un peu efficiente. Et donc, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle est très pertinente, particulièrement pour ces deux étapes d'instanciation et de runtime, parce qu'on va devoir automatiquement manager par exemple, ces deux exemples-là, augmenter les ressources, réduire les ressources, connaître à l'avance les ressources nécessaires à une fonction réseau. Ou le but, c'est comme je disais au début, c'est d'avoir un cognitive management, un management plutôt automatique, plutôt intelligent. Et on va essayer d'obtenir ce qu'on appelle maintenant, il y a un standard carrément à l'ETSI, du Zero Touch Service Management, où on va faire plus confiance à l'intelligence artificielle pour pouvoir faire automatiser ces tâches-là. Donc, moi, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'exemple comment on a fait pour dimensionner par exemple, la fonction réseau du Core Network qui est Mobility Management Element ou dans la 5G Access Mobility Function. Donc, dans ce graphe-là, vous avez une vision plutôt 5G et vous voyez la position du AMF. Donc, AMF ou le MME, c'est une fonction clé du réseau parce que c'est le point d'entrée, c'est elle qui va gérer l'autorisation pour les usagers, gérer la mobilité des usagers, gérer les requêtes pour qu'un user equipment s'attache au réseau, c'est le point d'entrée du Core Network et il peut être le point crucial. Et sachant que toutes ces fonctions 5G vont tourner sur des plateformes virtualisées, il va falloir savoir comment les dimensionner. Comment on va dimensionner cet AMF pour dire combien de ressources CPU j'ai nécessaires pour gérer un certain type de trafic. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des tests avec OpenAir Interface. OpenAir Interface, c'est des outils open source qu'on a développés ici à Eurecon qui permettent d'avoir des fonctions de station de base 4G et 5G, mais aussi du Core Network.
Donc, c'est des solutions open source. Et l'idée, c'était de faire tourner une MME avec les fonctions AMF, donc de la 5G, dans deux configurations différentes de machines virtuelles pour représenter le VNF. Donc ici, cet axe-là représente la durée d'attache d'un UE, c'est-à-dire combien de temps est nécessaire pour un user equipment de s'attacher. Et ça, c'est très important parce que quand vous mettez le téléphone en on, vous n'allez pas attendre 40 minutes pour pouvoir être attaché au réseau et pouvoir lancer votre communication. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le nombre d'attaches d'UE par seconde et pour voir à quel point il va falloir dimensionner ce système-là. Et vous remarquez ici qu'on a 2 points de dégradation suivant la configuration de la machine virtuelle. Cette configuration, par exemple, la première, c'est une configuration un peu plus légère, avec un vCPU et 1 gigabit de mémoire. Et celle qui est en violette, c'est le double. Et vous voyez qu'on a pratiquement le même comportement, c'est-à-dire que ça marche bien. Au bout d'un certain temps, il y a une dégradation. Et ça, c'est en fait, c'est des résultats qui sont connus, qu'on a confirmés pour la fonction MME, pour tout ce qui est dimensionnement des fonctions virtuelles dans un environnement virtualisé, où ça a toujours ce format de performance. Il y a un certain point où, quand la CPU elle est surchargée, le service se dégrade. Donc, la solution dans ce cas-là, c'est créer une nouvelle machine virtuelle ou doubler la capacité de la machine virtuelle pour pouvoir monter en charge et respecter ce trafic-là. Donc, l'idée intuitive, c'est, OK, je vais utiliser des thresholds, donc des seuils. Par exemple, j'ai un seuil ici, mais j'augmente. Mais ça, c'est pas bon parce que c'est réactif et, par exemple, on doit réagir. Donc, à ce moment-là, il va falloir, par exemple, booter une nouvelle machine virtuelle qui va prendre du temps ou même instancier un nouveau conteneur, même si ça ne prend pas du temps. On risque de perdre, par exemple, des usagers à le moment où on va doubler les ressources. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, pour cela, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle pour décider du nombre de VNF instances nécessaires pour un trafic donné. Et donc, du coup, ceci va nous permettre de gérer de façon efficace les ressources de calcul. Mais pour cela, il nous faut un dataset. Comme vous savez, ça dépend par exemple de l'algorithme de machine learning qui est utilisé. Mais si on utilise du supervised ou unsupervised, il nous faut des données, il nous faut dataset. Ce qui n'est pas le cas du reinforcement learning où le système apprend au fur et à mesure qu'il découvre des nouveaux cas, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a utilisé? Il y a une base de données qui a été mise en ligne par Telecom Italia, TIM, qui a été collectée lors d'un challenge ou qui contient pas mal d'informations sur les détails d'arrivée des appels, etc. Donc, on a pris ce dataset pour voir, essayer de prédire le trafic et de ce fait prédire le nombre de fonctions virtuelles dont on a besoin et donc faire ces scale out et scaling. C'est-à-dire qu'on va scaler out, c'est-à-dire augmenter les ressources quand le trafic est prédit qu'il va augmenter. Mais par contre, dans le cas où le trafic est bas, donc à ce moment-là, on va faire du scale down. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un réseau de neurones récurrent, pour les gens qui connaissent un peu, et qui utilise une mémoire. Parce que pour prédire, par exemple, des trafics dans le temps ou des données dans le temps, on a besoin d'utiliser des techniques qui, elles, vont essayer d'utiliser un certain sample de données pour prédire le trafic. Donc ici, on a utilisé le long chain de terme memory qui est en combinaison avec le RNN pour prédire le trafic. Et donc, du coup, on a une étape offline qui, elle, va prendre le trafic en entrée. Ici, vous avez à gauche le trafic réel qui a été proposé par TIM. Donc, on a le temps et on a, par exemple, comment le trafic arrive. Et à base de ce trafic-là, on va essayer de le codifier dans le sens où il sera utilisable. Donc, comment on l'a codifié? Au lieu de prendre le trafic lui-même, ce qu'on a codifié, c'est qu'on prend un ensemble de trafic et on va prédire quel est, par exemple, le type de charge. Et suivant le type de charge, on connaît le nombre de VNF qui sera utile pour prendre en charge le nombre d'instances réseau, de VM, qui sera utile pour prendre en charge ce type de trafic-là. Donc, on a fait une codification et on a entraîné un réseau de neurones. Donc, après l'entraînement du réseau de neurones, qu'est-ce qu'on a? On apprend la relation entre le trafic, la charge du trafic,
la classe de trafic, on a défini 10 classes, par exemple, trafic faible, trafic un peu plus important, etc. Et pour chaque classe, on définit le nombre d'instances d'AMF qui sera nécessaire pour cette classe-là. Et donc, cet outil-là, il est entraîné en offline. Après, on a un réseau de neurones qu'on va pouvoir utiliser en offline. Donc, excuse-moi, Adelaine, tu on va utiliser en offline. Adelaine, tu m'entends? Excuse-moi, oui, 25 minutes sont passées là. Est-ce qu'on peut aller vers les questions? Il y a quelques questions posées. Ok. Oui, rapidement, j'arrive à la fin. Juste, je montre comment l'utiliser, j'arrive à la fin. Ok. Et donc, du coup, comment ceci va être utilisé? Donc, on a le management system qui peut être un orchestrateur, où on a 3 boîtes. On a le monitoring server qui, lui, va monitorer le trafic pour pouvoir le prédire. Le analytic engine donc, va récupérer ce trafic-là et il va faire sa prédiction avec son réseau de neurones. Et après, le decision engine qui, lui, va faire la décision de faire le scaling et scale out. Donc, ici, les résultats, je ne vais pas parler dessus. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner les pointeurs pour trouver ces résultats. Donc, comme conclusion, donc 5G, outre l'augmentation du débit, c'est la flexibilité parce qu'on va créer des services à la demande, des slices à la demande pour satisfaire des ressources, des services bien définis par les verticaux. La network slicing a été retenue comme la solution pour partager efficacement la même infrastructure réseau, infrastructure physique, réseau, cloud, etc., entre les différents services. Et l'intelligence artificielle a trouvé sa place dans la gestion dynamique de ces ressources-là. Donc, en termes de standardisation, donc, il y a 2 groupes principaux ici qui travaillent sur tout ce qui est intelligence artificielle pour l'orchestration et le management, tels que le Zero Touch Service Management et l'ENI, Experimental Network Intelligence. Et aussi, il y a pas mal de projets européens, par exemple, tels que le projet MOMB 5G, qui est Beyond 5G, qui est autre 5G, où là, on étudie toutes les possibilités d'utiliser différents types d'algorithmes parce que dans cet exemple, je vous ai montré le supervised, c'est-à-dire qu'on a les données, on a leur label et on va utiliser du reinforcement learning dans le cas où on n'a pas les données, mais aussi du federated learning qui est une nouvelle approche qui va permettre de sécuriser l'accès des données. Donc, voilà pour moi et donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Adelaine. Donc, si peut-être vous pouvez mettre votre webcam, Stéphane et Adelaine, pour répondre aux quelques questions posées. Et les participants, n'hésitez pas à écrire vos questions donc, dans le module à droite, en bas, questions. Alors, première question, peut-être à Stéphane. Avez-vous développé des outils de cybersécurité pour le réseau 5G? Non, non, c'est par contre la sécurité fait partie en fait. Donc on a un Chief Security Officer dans le programme 5G. Aujourd'hui, on a à peu près 150 ingénieurs qui travaillent sur la 5G chez HP et on a à peu près 150 ingénieurs qui travaillent au niveau de l'assurance et de l'orchestration en fait. Donc, ça fait à peu près 300 ingénieurs. Donc on a effectivement une personne qui s'occupe de la sécurité. Donc on a sur notre chaîne de CI/CD, on a toute une chaîne de vérification des aspects sécurité. Mais effectivement, la sécurité est un élément très 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 important du réseau 5G. Donc on y travaille, mais on n'a pas développé un produit spécial pour adresser la sécurité 5G. D'accord. Merci. Petit commentaire, Adelaine, super présentation, très très claire, juste au passage. Et question en même temps peut-être à toi. Donc on a vu, hein, tu l'as bien expliqué, que la 5G a des caractéristiques très techniques quand même très différentes de la 4G. Y a-t-il des impacts et si oui, quels sont-ils sur la santé? Donc entre 4G et 5G par rapport à la santé, c'est une question un peu plus hors scope. J'ai pas la réponse, honnêtement. D'accord. Ça a suscité pas mal de discussions, il y a pas mal d'études contradictoires, hélas. Il y en a qui montrent que, par exemple, les ondes radio n'ont pas d'impact et d'autres qui montrent qu'il y a des impacts suivant la puissance qui est utilisée. Donc, je pense que chacun pourra faire sa propre opinion en regardant ces études-là. Je pense qu'il va falloir plus d'études pour dire est-ce que c'est un impact sur la santé. Mais concrètement, si
si on regarde, parce qu'il y a deux bandes de fréquences qui sont proposées pour la 5G, la bande millimétrique qui est au-dessus des 6 GHz et la bande en dessous de 6 GHz qui est utilisée par la 4G. Et donc la 5G utilise la même bande de 6 GHz et dans ce sens-là, je pense que s'il y a danger au niveau de la 4G, forcément pareil dans la 5G, et parce que la 5G n'utilise pas d'autres mécanismes c'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement de puissance d'émission, etc. C'est les mêmes régulations qui sont respectées. Vous savez que chaque bande de fréquence, il y a un IARP qui est défini par le régulateur du spectrum et qui limite la puissance. Donc la 5G utilise la même chose. Donc je pense que si en dessous de la 6 giga, si la 4G a un impact sur la santé, forcément la 5G est là. Si la 4G elle l'a pas, donc je pense que la 5G pareil. Par contre, sur la bande millimétrique qui est au-dessus des 6 GHz, je pense que là, la question peut se poser et je pense qu'il va falloir attendre un peu plus d'études sur ces aspects. Ok, très bien, merci, très clair. Et puis, je peux rajouter juste pour la sécurité. En fait, côté sécurité, je pense que, par exemple, dans l'orchestration et le management, maintenant, c'est quelque chose qui va être nativement inclus pour protéger automatiquement et de façon intelligente et utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des menaces et pouvoir y répondre automatiquement. Dans les slides, un des slides que j'ai montré ici, par exemple, on a cette box-là, qui est le monitoring service, etc. Et donc, c'est elle qui va monitorer les informations. Et on aura des algorithmes d'intelligence artificielle ici qui vont pouvoir analyser le trafic et détecter, par exemple, des choses qui sont anormales. Et les décisions qui vont inclure des politiques, par exemple, arrêter le trafic, isoler les usagers qui sont, par exemple, impliqués dans cette partie sécurité. Et donc, c'est quelque chose qui est nativement, je voudrais dire, inclus dans tout ce qui est ZSM, tout ce qui est Zero Touch Service Management et la sécurité, c'est un point important dedans. D'accord, merci. Une autre question peut-être à Stéphane, si tu veux mettre ta webcam, Stéphane. Quelle différence entre Slice Owner, donc par exemple EDF, Renault aussi dont tu as parlé, et les opérateurs de réseau virtuels, la Poste Mobile, etc., qui sont hébergés actuellement chez les opérateurs de réseau comme Orange, Bouygues, etc. Donc, quelle différence entre Slice Owner et opérateurs de réseau virtuel? La Sly, en fait, comme l'a très bien expliqué Atlen, c'est un service qui permet de garantir de la qualité de service de bout en bout, en fait, de la radio jusqu'à la plateforme de service. Et effectivement, cette nouvelle organisation de réseau, notamment avec le MEC au milieu, va permettre en fait d'avoir des réseaux partiellement opérateurs, partiellement privés. Mais par contre, la Sly sera de bout en bout, en fait. Donc, c'est un des challenges qu'il y a notamment aujourd'hui. Le gestionnaire de slide est côté corps réseau, côté NNSM. Donc, théoriquement, c'est le gestionnaire du corps réseau qui va définir la slide de bout en bout. C'est l'idée. Donc, si le corps réseau est côté industriel, bah, c'est ce slice manager qui, lui, va gérer la slide de bout en bout. D'accord. Une autre question? Si je peux me permettre de répondre à cette question rapidement. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, dans la vision des opérateurs et la relation avec les opérateurs virtuels, donc en fait, l'opérateur virtuel, à la fin, ça va être un slice owner, mais qui, lui, va embarquer aussi ses propres fonctions du core network. C'est-à-dire que lui va gérer ses usagers et donc l'opérateur qui a l'infrastructure, parce qu'on va séparer l'opérateur infrastructure de celui qui va vendre les slices, etc. Et l'opérateur de l'infrastructure, lui, sera en charge de rediriger le trafic des usagers, par exemple du réseau du MVNO, vers sa slice où lui va gérer de façon indépendante ses usagers. Ok, merci. Une autre question peut-être à tous les deux, totalement d'actualité en parlant de souveraineté française ou européenne autour des technologies. En voyant les besoins de déploiement de la 5G, avez-vous des idées concernant le matériel nécessaire au bon fonctionnement des algorithmes IA qui seront probablement très lourds? Une autre question, y a-t-il également une recherche de souveraineté française ou européenne de toutes ces technologies hardware et software? Vaste question. Atlen, je te laisse la parole. Ok.
Euh, ok, donc du coup, je pense qu'il y a deux questions en une seule question. Donc en fait, si je comprends bien pour la première question, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle va rendre plus complexe le management du réseau, etc. Pour cette première question, je ne suis pas sûr que ça va compliquer. Je pense que pour l'opérateur, ça va un peu le soulager par rapport à certaines fonctions. Par exemple, la gestion automatique de ce scaling, scale out, etc. Désolé. Du scaling, scale out, etc. Mais ça va lui permettre de gagner beaucoup en OPEX parce qu'il va réduire de plus en plus l'intervention des personnes. Et quand on dit intervention des personnes, donc il y aura pas mal d'erreurs. Par exemple, les opérateurs, maintenant, ils sont derrière un gros framework de management d'orchestration qui s'appelle eCamp on App. Donc, c'est vraiment très gros et qui leur permet de gérer efficacement leurs ressources, etc. Donc, de ce fait-là, je pense pas que ça va complexer un peu, rendre plus complexe leur réseau. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question concernant la souveraineté, il y a deux points sur lesquels il va falloir, je pense qu'il faut séparer. Il y a une souveraineté européenne, c'est clair, parce qu'il y a les projets européens, H2020 entre autres, qui, sous le drapeau 5GPP, qui fait interagir privé-public, où là, la Commission européenne a mis beaucoup d'argent pour essayer d'avoir quelque part une souveraineté, avoir avancé dans ces thèmes-là, l'intelligence artificielle, la 5G, la sécurité, etc., où elle a essayé de mettre en sorte que les académiques, les industriels, les grands groupes travaillent ensemble. Et je pense que aussi, elle les pousse à rendre un peu plus public les résultats de ces projets-là. Public, ça ne veut pas dire qu'elle va enlever tout ce qui est propriété intellectuelle, mais essayer de communiquer plus vis-à-vis donc comment dirais-je, vis-à-vis du grand public, tout ce qui est donc ces informations-là, et aussi d'avoir par exemple, tout ce qui est capacité de calcul, des plateformes de tests qui seront ouvertes à l'extérieur. Par exemple, l'Europe a financé pas mal de plateformes 5G. Par exemple, on en a une ici à Eurecom, qui va permettre à, par exemple, des académiques, des PME, etc., de venir de tester leurs solutions de services sur un réseau 5G expérimental. Elle pousse vers ces solutions-là. Je pense que ça va permettre d'avoir quelque part une souveraineté à l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre de d'autres pays ou d'autres continents sur ces aspects-là parce qu'on a de quoi faire ici en Europe. Après c'est clair côté technologie, etc. Par exemple, des technologies Kubernetes qui viennent de Google, qui viennent, il faut dire, des GAFA au niveau américain, où là, je pense que Stéphane peut répondre à la question, est-ce qu'on a ces capacités en Europe? Gros point d'interrogation. Oui, je pense en fait, déjà on est sur un monde ouvert, hein, le monde de l'open source en général. La 5G sera de plus en plus, enfin, est un réseau ouvert par définition et permet aux opérateurs de prendre plusieurs vendeurs. Okay. Donc on a des composants standards avec des interfaces standards. Et effectivement, aujourd'hui, sur la 4G, un opérateur ne prend jamais un network provider. Il en prend toujours une dizaine globalement sur les réseaux assez gros. Avec la 5G, ça va être pareil, sans doute beaucoup plus volatile. Après, effectivement, les technos de base, que ce soit Kubernetes, Docker et autres, OpenStack, bon, même si c'est de l'open source, ça vient principalement des GAFA, faut bien le reconnaître. Les moteurs aussi d'IA, un certain nombre d'algos viennent directement des GAFA également. Donc effectivement, l'Europe est un peu pénalisée là-dessus. Par contre, c'est un écosystème ouvert et il faut utiliser cet écosystème ouvert pour être le plus autonome possible. Après, l'Europe, bon, il reste Nokia, Ericsson. Je voulais juste mentionner que chez HPE, effectivement, on avait 150 ingénieurs français qui travaillaient sur la 5G au sens large. Donc effectivement, ça reste européen, même si HPE est une boîte américaine, effectivement.
les Américains effectivement luttent beaucoup contre, enfin une position très très forte contre nos amis chinois, Huawei, ZTE et autres. À la fin, je pense que ça sera pareil que la 4G. Effectivement, il y aura sûrement des réseaux très très hétérogènes, très très multivendeurs. Il y aura sans doute beaucoup plus d'open source, sans doute des network functions. Aujourd'hui, on parlait d'AMF, du DM et autres seront potentiellement en open source. Donc les opérateurs pourront prendre les open source. Et on parle beaucoup d'open radio aussi, donc de radio sous forme d'open source. Donc en fait, je pense que tout ça, ça va s'équilibrer petit à petit. Il y a quand même un point important qu'on n'a pas mentionné. Les télécoms au sens large ont beaucoup souffert depuis 2008, avec de fortes réductions en fait de revenus pour les opérateurs et des contraintes très fortes sur les fournisseurs, incluant HPE, effectivement. La 5G est en train de reboloter un peu tout ça. Le Covid, désolé de le dire, mais bon, le malheur fait le bonheur des autres. Le Covid aide beaucoup l'industrie des télécoms en ce moment. Hein, donc on voit pas mal de croissance qu'on avait perdu depuis des années. Donc globalement, je pense que ça va s'équilibrer. De toute façon, ça va devoir s'équilibrer. Et encore une fois, comme disait Adelaine, la communauté européenne met beaucoup d'argent, a beaucoup aidé Nokia, beaucoup aidé Ericsson en termes d'investissement pour qu'effectivement l'Europe et la France soient autonomes sur la 5G. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être dernière petite question, mais réponse courte, s'il vous plaît. Est-ce que la 5G permet des use cases de tactile Internet? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Okay. Bon, bah, pas de souci. Madeleine, le tactile Internet? Tactile Internet dit très, 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 très faible latence. C'est-à-dire que c'est des latences. Voilà, très, très faible latence autour de 4 millisecondes. En fait, il y a eu quelques démos de tactile Internet, mais en utilisant la fibre. En fait, il y a eu une organisation d'un concert entre un groupe à Londres et un groupe à Berlin, où une partie des chanteurs était à Londres et une autre partie à Berlin, où ils ont fait un concert complètement synchronisé, mais c'était pas de la 5G, c'était de la fibre optique. Donc, la 5G, normalement, quand elle va déployer à 100%, je pense que si on arrive à avoir une latence de 1 à 2 millisecondes, à mon avis, c'est quelque chose de prévisible. On pourra faire des concerts avec des chanteurs partout dans le monde. Ce qui est important de comprendre, c'est le timing aussi. Une transformation dans les télécoms, c'est 10 ans. Donc, ça va prendre du temps. Je pense que le Covid est en train de ralentir un peu la machine 5G. Là, en fait, il y a 71 réseaux commerciaux 5G qui ont été lancés. Donc, bon. Donc, il y a la radio 5G, mais il y a des corps 4G. Donc, on est sur une architecture transiente. Les corps 5G vont commencer à être en production de façon large autour de 2023. Peut-être 2024 si on a un peu de délai supplémentaire avec le Covid. Mais globalement, donc là, on est sur sans doute une transformation autour d'une dizaine d'années. Ça peut aller plus vite si le marché répond. C'est toujours le même problème en fait. Mais globalement, ouais. Désolé Stéphane. Je pense qu'il y a une chose qu'on Non, n'a pas dit par rapport au déploiement de la 5G, c'est que la majorité des déploiements qui sont actuellement où il y a le buzz derrière, c'est des déploiements non standalone. C'est-à-dire que juste une partie de la radio qui est déployée, mais pas l'ensemble de l'architecture 5G avec toute la flexibilité. C'est-à-dire que c'est une partie radio 5G, mais le core network reste un core network 4G, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la flexibilité du network slicing, etc. D'accord. Merci beaucoup pour votre réactivité et vos réponses aux questions posées en live. Je vais rapidement, très très rapidement, parce que le temps tourne et puis je l'ai déjà présenté la semaine dernière. Vous voyez ma slide là? Tout à fait. Oui. Ok, super. Donc je vais peut-être que vous pouvez couper votre webcam pour peut-être optimiser la bande passante pendant quelques minutes. Ou pas d'ailleurs, si ça marche bien. Donc rapidement, les challenges IA vague 2 donc, ont été lancés. Hein, donc je le rappelle, c'est dans le cadre
donc de la stratégie IA du gouvernement, du rapport Villani diffusé en 2008, où l'objectif est d'augmenter en compétitivité et d'améliorer donc notamment le nombre et aider à la croissance des startups et des PME IA en France. Donc SCS et SAFE ont été sélectionnés lors d'un appel d'offres lancé par BPI, un appel à projet lauréat. Donc un appel à projet, si vous voulez, pour les startups et les PME a été lancé le 1er juin 2020 et peut vous intéresser, en tout cas vous, startup PME, si vous êtes dans l'audience. Alors attendez, je vais me mettre en diaporama. Voilà. Donc rapidement, donc pour cette vague, nous sommes donc dans la vague 2, il y a 4 marchés, 4 thèmes sur les challenges IA, défense et sécurité, santé, environnement et mobilité. Mais pour cette vague 2, malheureusement, aucun sponsor dans les thématiques mobilité et environnement n'ont été retenus. Cependant, 4 sponsors, donc 4 grands groupes privés, comme vous pouvez le voir ici, sur le thème défense-sécurité ont été retenus. Donc, Téléspatio France en collaboration avec Téléservices, SAP Labs, Nexter Robotics et MBDA. Et dans la thématique santé, le CHU ont été retenus, donc le CHU de Amiens et le CHR de Valenciennes. SCS et SAFE ne s'occupe que de la thématique défense et sécurité. Petit rappel pour la vague 1 2019, avec une collaboration effective aujourd'hui, en ce moment même, pour ces 3 PME, en tout cas ces 3 lauréats. La PMA EarthCube qui a gagné le challenge proposé par Thales 6 GTS. La PME ESACO qui a gagné le challenge proposé par l'Association nationale des fréquences, et la PME en duo avec l'IRT de Saint-Exupéry, la PME donc Synapse Défense, qui également travaille donc sur le POC, sur le modèle à affiner pour le challenge proposé par MBDA. Alors là, vous avez donc le résumé des 4 challenges, donc défense et sécurité, donc de Nexter Robotics, de Téléspatio France avec Thales Services, de MBDA et de SAP Labs. Je vous laisserai les lire attentivement pour que vous voyez voilà l'intérêt, le type d'expertise recherchée et de solutions techniques pour répondre aux challenges évidemment complexes à résoudre. Et rapidement, le planning pour cette vague, pour que vous puissiez répondre en temps voulu. Donc, il a été lancé. Une complétude des dossiers sera vérifiée par BPI donc après la clôture qui est le 22 juillet. Une analyse des dossiers sera faite par les lauréats, une analyse des dossiers sera faite par les experts IA mandatés par SCS et les experts métiers mandatés par SAFE donc pendant l'été. Donc, tout le monde va travailler pour votre dossier cet été. Et puis, en septembre, les différents comités de présélection, d'audition auront lieu pour élire le lauréat en octobre. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez gagner, ou en tout cas qui est éligible. Donc, ce sont toutes les startups ou les PME françaises. La sélection, vous le voyez, donc est faite par un consortium de SCS SAFE, du sponsor bien sûr, BPI, DGE et les différents experts. Et vous pouvez gagner donc jusqu'à 100 000 € d'aide par lauréat, avec une aide jusqu'à hauteur de 45% pour les TPE. Et ce qui est important de le dire, c'est que tous les travaux que vous allez effectuer dans ce challenge, en collaboration donc avec le sponsor, restent votre propriété. Et le sponsor, donc le grand groupe, à la fin de la collaboration, à la fin du challenge, peut, on va dire, acquérir le modèle que vous avez développé, mais dans les conditions de marché. Donc tout ce que vous allez développer dans le contexte de ce challenge reste votre propriété et donc c'est une logique de collaboration, de pénérité dans le but de poursuivre ensuite et de vous ouvrir les portes en fait à d'autres BU ou d'autres use cases sur d'autres marchés. Voilà, vous pouvez candidater donc sur la plateforme de BPI France qui est ici et que je pourrais vous rappeler sur demande avec donc le cahier des charges général, le règlement de chaque challenge donc finalisé avec l'aide de SCS et de SAFE et les dossiers de candidature très simples à remplir, trois dossiers PPT, Excel et Word et avant le 22 juillet et nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements. Voilà. Prochain webinar 2 juillet sur l'autonomie,
low energy, donc la récupération d'énergie et comment faire pour que les capteurs restent autonomes et connectés et longtemps et distants. Donc on va tout savoir sur l'état de l'art et surtout les dernières innovations, les dernières avancées grâce au CEA. Et puis ensuite le 21 juillet avec InsightTip, une PME de la région qui va tout nous dire sur les avantages, les inconvénients et les différents exemples et use cases du System in Package. Voilà, donc je vous rappelle donc que ce webinaire a été enregistré sur un replay, qu'une fiche de synthèse sera proposée aux membres SCS et que nous sommes à votre disposition pour toute question ou autre. Voilà, je vous remercie. Vous avez d'autres commentaires peut-être, Stéphane ou Adelaine? Non, pas pour moi, hein. Merci pour l'invitation et merci pour l'interaction. Voilà, merci à tous et puis rendez-vous au prochain webinaire peut-être. À bientôt. À bientôt. Au revoir.